Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, c'est un sommet du G5 à Niamey, c'est au Sahel, dont les chefs d'État du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie, du Mali et du Niger se sont réunis ce jour à Niamey pour boucler le financement de la force militaire G5 du Sahel. Poussé à démission, dont Jacob Zuma demande aux responsables de son parti de faire preuve de patience. Le Parlement sud-africain a reporté le discours annuel que devait prononcer ce jeudi le président Jacob Zuma, un report survenu au moment où le parti au pouvoir, l'ANC, discute d'un départ anticipé du chef de l'État. Et dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois, ce soir donc et durant tous les mardis du mois de février, nous réfléchirons sur la spiritualité des populations originaires d'Afrique subsaharienne. Ce peuple avait-il une vie spirituelle avant l'arrivée des religions dites révélées? Pour nous éclairer ce soir, Tété Manjombe II, écrivain, poète et traditionnaliste, est notre invité. Il pourra également répondre à toutes vos questions ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. On vous retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Matang sama, oh milang mia wal manga, bikizwa purugono, ayong babi sogo. Ibor bangayen bokon bezamba, bedang mangana bezibi kwa bete, baba yemi zamanana, mwali liga zubulete. Selene bezulu, atia mwana namana bonto bezante, selene bezulu. Yebo sabanza betal keka selena zulu kali selena la mana lore ke selena zulu wan nam se banga kaba yebo so selena zulu zulu me ba yemi dama kaba dina selena zulu ye ke ko mama selena zulu wo ko makamo selena zulu. Suwa heter ngazai wer mani pur kamet ngazai banzang hom yasam amul music mesatan beton zamba awo kalata le fulesi de temia kobe fulani temia kobe beti zamba awo ki selene zulu akia mone namane bonta betanje selene zulu. Yebo sabanza betal keka selena zulu kali sinina mana lore ke selena zulu wan banamba sebanga kaba yebo so selena zulu zulu beba yemi dama kaba dina selena zulu ye ke ko mama o selena zulu wo ko makamo selena zulu.
Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Nous allons directement sur le continent où le Parlement sud-africain a reporté le discours annuel que devait prononcer ce jeudi donc le président Jacob Zuma. Un report survenu au moment où le parti au pouvoir, l'ANC, discute d'un départ anticipé du chef de l'État. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'assurer un climat politique plus propice au discours présidentiel sur l'état de la nation, a déclaré Baleka Mbete, la présidente du Parlement. Une autre date sera annoncée très bientôt, a-t-elle dit, à la présence au Cap. Les leaders de l'ANC se réuniront donc de nouveau mercredi prochain, c'est-à-dire demain, pour discuter de son éventuel départ anticipé. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Tchad, de la Mauritanie, du Mali et du Niger se sont réunis dans ce mardi à Niamey pour boucler le financement de la force militaire du G5 Sahel. La ministre française de la Défense, Florence Parly, prend part à ces travaux. Les discussions ont porté sur le fonctionnement de cette force antiterroriste régionale et d'autres questions, dont la présidence tournante du groupe qui est actuellement assurée par le Niger. L'objectif budgétaire de 500 millions de dollars pour la force du G5 Sahel lancé début 2017 aurait presque été atteint. Ces troupes devraient donc collaborer avec l'armée française et les soldats des Nations Unies déployés dans le Sahel pour combattre les groupes djihadistes de la région. Cette force sera opérationnelle à la fin du mois de mars, a assuré le ministre malien des Affaires étrangères, Tieman Hubert Koulibaly, cité par nos confrères de l'agence France Presse. Les pays du G5 Sahel peinent à réunir les 250 millions d'euros nécessaires donc à cette force conjointe qui espère bénéficier du soutien financier de l'Union européenne, de l'Arabie saoudite et des États-Unis d'Amérique. Toujours en Afrique australe, c'est au Zimbabwe où Tsvangirai est gravement malade. Le chef de l'opposition zimbabwéenne Morgan Tsvangirai est hospitalisé dans un état critique en Afrique du Sud. Sa santé s'est rapidement détériorée hier lundi selon ses proches. L'ancien premier ministre âgé de 65 ans souffre d'un cancer. Sa maladie a entraîné des divisions au sein de son parti politique, le Mouvement pour le changement démocratique, qui devrait prendre part aux élections de cette année contre la ZANU-PF, notamment le parti au pouvoir. Les partisans de Morgan Tsvangirai se préparent au pire, rapporte l'agence Reuters, ajoutant que l'opposant zimbabwéen est en Afrique du Sud où il reçoit un traitement contre le cancer du côlon depuis le mois de janvier dernier. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Nous repartons sur le continent où une polémique au Ghana après des tests d'homosexualité. Amnesty International énonce la décision des autorités ghanéennes d'avoir fait passer les tests médicaux à 2 étudiants accusés d'avoir eu des rapports sexuels entre eux. Les tests se sont traduits par la torture et la dégradation de leur dignité humaine, a protesté l'Organisation de défense des droits de l'homme. Le fait de soumettre donc les 2 étudiants à ce genre de test est une violation de la constitution ghanéenne, a dit à nos confrères de la BBC le porte-parole d'Amnesty International au Ghana, Robert Amoafo.
En Afrique centrale, donc, c'est la grève générale décrétée il y a une semaine par les fonctionnaires pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement qui touchent désormais le secteur privé. Le mouvement a été massivement suivi hier lundi à N'Djamena. Le personnel des banques, les opérateurs de téléphonie mobile ont cessé également le travail en solidarité avec les travailleurs du public. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Nous sommes rentrés donc dans la deuxième partie de notre magazine consacré à la réflexion radiophonique. Durant ce soir et durant tous les mardis du mois de février, nous réfléchirons donc sur la spiritualité des populations originaires d'Afrique subsaharienne. Et donc, ces populations, donc, aujourd'hui, on s'interroge si ce peuple avait une vie spirituelle avant l'arrivée des religions dites révélées. Pour nous éclairer ce soir, donc, il s'appelle Tete Manjombe II, il est écrivain, poète et traditionnaliste. Il est notre invité. Il pourra donc répondre également à vos questions ce soir au numéro que nous allons vous indiquer dans quelques instants. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Allô? Oui, bonsoir. Je vous entends. Très bien. Il y aura un léger décalage parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous nous recevez depuis la capitale économique du Cameroun. Vous êtes à Douala, c'est bien cela? Tout à fait, tout à fait. La première question que je vais vous poser est de savoir aujourd'hui, est-ce que l'homme africain, avant les religions dites révélées, avait une vie spirituelle? Allô? Je reprends ma question. Est-ce que l'homme africain, à votre connaissance, avait une vie spirituelle avant l'arrivée des religions dites révélées? Bien entendu, bien entendu. Vous savez, nous sommes sur Terre depuis 200 000 ans environ. 200 000 ans. Et je pense que en 200 000 ans, nous avons les preuves sont là. Les pyramides sont là. L'os du Shango qui date de 20 000 ans est là. Tous ces éléments sont là pour prouver au monde qu'effectivement, avant la décadence actuelle, celle qui est vue, celle qui est connue aujourd'hui, avant cette décadence, effectivement, une vie spirituelle, une vie sociale, une vie politique. Ouais, en fait, il y a des petites coupures. Voilà. Je disais Oui. donc avant, tous ces éléments sont là, disais-je, pour nous rappeler qu'effectivement, il y avait une vie spirituelle. Il suffit de visiter les temples, comme le temple d'Amon à Karnak, pour vous rendre compte que, effectivement, cette Afrique qu'on a dit aspirituelle, était bel et bien spirituelle. Alors, Voilà. s'il y avait une vie spirituelle en ce temps-là, quelles étaient les formes de spiritualité qui existaient donc sur le continent? Oui, disons que pour nous résumer, il suffit de lire les anthropologues occidentaux et ceux qui ont suivi les traces de ces anthropologues et qui ont donc dessiné, on va dire quoi? Je ne vais pas dire une carte spirituelle de l'Afrique, mais qui ont donné une idée déjà à l'époque de ce qu'était la spiritualité africaine. Alors, la spiritualité africaine, pour nous résumer, je dirais qu'il s'agit d'un ensemble de croyances, qui permet à l'homme de se rattacher au divin par le mécanisme de rite, d'offrande, et qui dit rite et offrande, dit invocation et autres prières. Donc, vous avez le premier palier qui est le palier des éléments. Le palier des éléments, c'est-à-dire l'eau, le feu, la terre et l'air, où vivent donc des élémentaux, c'est-à-dire des entités qui habitent ces différents éléments. Ensuite, vous avez la croyance à l'interaction de l'humain avec ces
morts, c'est-à-dire les défunts, mais également avec les ancêtres, parce que nous faisons un distinguo entre le mort et l'ancêtre. Et quelle est la différence, donc, selon vous, quelle différence existe-t-il entre le mort et l'ancêtre? Parce que c'est l'un des points. Allez-y. L'ancestralité chez nous est un statut. C'est-à-dire La communauté dans laquelle vous viviez estime que parce que le mort lambda a fait des choses importantes pour sa communauté, a participé au développement de sa communauté, alors, oui, on l'élève après sa mort au statut d'ancêtre. C'est un statut. Il ne s'agit pas de tous les morts. Donc, j'ai parlé des morts, j'ai parlé des ancêtres, mais également on peut aller plus loin, on peut parler des grands ancêtres et on peut parler des divinités secondaires. Les divinités secondaires, ce sont des émanations, ce sont des spécialisations de la divinité source qui a appelé Nzambi, Nyambe, porte d'autres noms, Olodumare. Mais avant ce stade, donc, il y a des divinités secondaires. Et ces divinités secondaires appelées Orisha, chez les Yoruba, appelées Loa ou Vodun, du côté de l'Afrique de l'Ouest, chez nos frères Fon du Bénin, mais également les Maloba, chez les Sawa du Cameroun. Ce sont des divinités secondaires. Excusez-moi de vous couper. Allô, excusez-moi de vous couper, Téman Djombe. J'entends ce que vous dites, mais j'ai envie de vous dire, mais d'où tirez-vous ces informations? Quelles sont vos sources? Dites-nous, d'où tirez-vous toutes ces informations qui, somme toute aujourd'hui, semblent méconnues de beaucoup d'Africains? Quelles sont vos sources? Oui, mais beaucoup de gens avant nous ont écrit. Est-ce que je dois citer ici Cheikh Anta Diop ou Théophile Obenga ou citer des aînés? Allô? Oui, dites-nous, effectivement. On aimerait savoir d'où tirez-vous ces enseignements? Ou citer des aînés comme Bilolo, Omutunde, Molefi Asante, Amamazama et plein d'autres qui ont écrit des bouquins sur la spiritualité africaine, ou le professeur Mbonde Djengele, qui est plus proche de nous ici, qui a écrit par exemple un livre que je vous invite à lire, qui est Mort et vivant en négroculture, où il dissèque un peu cette spiritualité et le rôle des morts et des ancêtres dans la spiritualité africaine. Avant de vous laisser poursuivre, parce que, dites-vous, en préparant cette émission, nous avons rencontré beaucoup de personnes, visiblement d'origine africaine, à qui on a posé la question de savoir si elles en savaient quelque chose. Il y a une sorte de peur, il y a une sorte de méfiance même. L'homme noir, l'homme africain, beaucoup plus, semble avoir, déjà, il y a le rejet, il y a même une peur même vis-à-vis de cette tradition-là. Pourquoi? Oui, mais vous savez, nous sommes sujets à une manipulation. Nous sommes victimes de la version eurocentriste de l'histoire africaine qui a dépeint notre spiritualité en la reléguant, on va dire quoi, à un rôle de sorcellerie. Vraiment, oui, l'Africain dont désormais a peur de s'affirmer, il a honte de cette spiritualité. Il la méconnaît tout simplement parce qu'il lui a été dit qu'il y a un seul chemin, c'est celui que les Occidentaux sont venus enseigner à ses ancêtres. C'est là le problème. Voilà ce qui explique l'ignorance. L'ignorance, malgré les livres, malgré toutes les recherches qui ont été faites depuis plusieurs années, y compris par, comme je vous l'ai expliqué, pas seulement les anthropologues, et chercheurs occidentaux, mais également plein de chercheurs africains. Je cite par exemple la fameuse thèse du prince d'Ikarakwa, une thèse volumineuse de 2500 pages sur le nyambéisme, pensée et mode d'organisation des négro-africains, où effectivement tout est expliqué, mais je dois dire que tout ceci est lié au fait qu'il y a eu une grande manipulation. L'histoire n'a pas été racontée par les vaincus que nous sommes. Elle est plutôt racontée par les vainqueurs. Bien. Téman Djombe, j'entends très bien ce que vous dites. On peut l'entendre comme cela, qu'il y a la manipulation, mais il y a aussi le côté méfiance même, voire même défiance. L'homme nord-africain, ce qu'on a pu rencontrer, et de ce que je sais, généralement, quand on fait allusion à la spiritualité africaine, on pense tout de suite au sorcier qui fait des fétiches pour faire du mal. D'où vient cette image-là?
C'est tout à fait normal. La manipulation entraînant la méfiance, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que l'on vous dise que effectivement tout ce qui se passe hors du cadre de l'Église, excusez-moi de la citer, hors du cadre de la religion occidentale, effectivement, est une aberration, est une insulte au divin, ce qui pourtant n'est pas vrai. Ce qui pourtant n'est pas vrai. L'ignorance, oui, l'ignorance est liée au fait que aujourd'hui, bien entendu, ceux qui nous ont apporté cette religion et qui ont combattu notre spiritualité, bien étant partis, bah, ils ont laissé des suppôts sur place qui continuent de véhiculer l'idée selon laquelle notre spiritualité est un ensemble, un ramassis de rites sorciers, je vais dire maléfiques et autres. Donc, à votre avis, donc, la méconnaissance, la défiance et la méfiance même qui aujourd'hui sont exprimées par les peuples originaires d'Afrique subsaharienne viennent de ce que, à votre avis, bien entendu, que voilà, ceux qui ont, les vainqueurs, comme vous les appelez aujourd'hui, ont tout fait pour que la spiritualité africaine soit diabolisée. Alors, vous nous racontiez tout à l'heure, effectivement, qu'il y a dans la croyance ancestrale africaine, il y a le lien avec pas le mort, mais l'ancêtre. Vous faisiez un distinguo entre le mort et l'ancêtre. Comment cela se vivait donc en ce temps-là? Par une série de rites, et d'offrandes qui participaient donc à cette, on va dire quoi, à cette vie spirituelle. Nous avions, disons-le ainsi, nous avions pour habitude de consulter nos ancêtres pour X ou Y raison, demander leur avis, demander leur grâce, leur bénédiction, en contrepartie de l'amour déjà qu'on leur porte, mais ensuite d'offrandes qui leur étaient données, soit sur la tombe, soit sur d'autres lieux, des sanctuaires qui étaient dédiés. On ne va pas décrire les rites et les rituels ici, mais c'est de manière que s'établissait ce contact. Alors l'ancêtre en retour venait soit par le canal du rêve, soit par celui de l'intuition, pour révéler X ou Y chose, vous donner la solution à votre problème ou apporter la guérison à une maladie. Bien. Pour ceux et celles qui prennent notre image que maintenant nous recevons Tété Mandjombe, ce jeune Africain. Il est depuis Douala, la capitale économique du Cameroun. Il est écrivain, poète et il est traditionnaliste. Il est donc initié, il faut le reconnaître, il a bien dit, il est initié donc dans la tradition ancestrale africaine. On a du coup envie de poser la question de savoir, mais votre initiation, vous la tenez de qui, Tété Mandjombe? Ah, bonne question. L'initiation, souvent qui fait peur à certains. L'initiation est un processus d'enculturation. Dont vous avez quelque part et on décide de vous apprendre les termes de la vie spirituelle de chez vous. On vous montre, on vous donne des clés, on vous donne des codes. Justement. Tété Mandjombe, excusez-moi, la qualité... Allô, vous me recevez? Oui. La qualité sonore est très très peu bonne. On va vous laisser souffler un petit instant et puis on vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, pour ceux et celles qui ne prennent le tramage que maintenant, nous recevons donc Tété Mandjombe. Qui est-il? Il est écrivain, poète et traditionnaliste. Il nous parle donc ce soir de la spiritualité des populations originaires d'Afrique subsaharienne, bien avant l'arrivée des religions dites révélées. Tété Mandjombe, une fois de plus, bonsoir et merci de notre invitation. Bonsoir et bien sûr, merci de me donner la parole une fois de plus. Donc, pour ceux qui se joignent à nous à ce moment, vous répondez à nos questions depuis Douala, la capitale économique du Cameroun. Vous nous dites donc tantôt qu'en fait, l'homme africain, d'après vos connaissances, effectivement, avait déjà une vie spirituelle. Par exemple, chez vous, on ne parlait pas de mort, on ne parle pas de mort, on parle plutôt d'ancêtre, et qu'il y avait effectivement un processus pour devenir un ancêtre. Dites-nous, des informations que vous avez, c'est une croyance? Ou alors, effectivement, c'est une connaissance dont on peut aujourd'hui retrouver les sources? D'abord, je voulais corriger quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mort en spiritualité africaine, mais je dis qu'il y a des morts et il y a des ancêtres. C'est différent. C'est-à-dire que c'est deux
on va dire quoi, deux entités différentes. Deux statuts différents, en fait. Comment? Deux statuts différents. Deux statuts différents, tout simplement. Deux statuts différents. Voilà. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui. Oui, en ce qui concerne la spiritualité elle-même, elle est basée sur l'expérience, elle est basée sur la science, elle est basée sur la pratique. Donc, il ne s'agit pas de foi aveugle, mais d'une connaissance que nous recevons et des ancêtres et d'autres initiés, d'autres grands maîtres qui donnent donc aux néophytes la possibilité d'accéder au mystère. Et je dis bien, il ne s'agit pas de foi aveugle, mais d'une pratique courante, quotidienne, qui entraîne donc une certitude. Je ne parle pas de foi, qui entraîne une certitude absolue en ce que nous faisons. Lorsque je dis que je communique avec mon ancêtre, c'est parce que je communique avec mon ancêtre. Il ne s'agit pas d'une foi. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'une foi qui à un moment ou un autre va vaciller. Non, il s'agit plutôt d'une connaissance, d'une connaissance et donc d'une science que le négro africain détient pour entrer en communication avec les éléments et les ancêtres. Bien, comme vous parlez donc d'une voie de connaissance, ça suppose qu'effectivement, tout chercheur sérieux peut y accéder. Et comment cela se passe dans votre cas? Alors, pour le basique, hein, je vais dire pour le basique, je ne vais pas parler d'initiation, mais déjà j'invite les jeunes comme moi, hein, j'invite les jeunes à chercher, à replonger dans les sources. Elles sont écrites. Mais justement, vous parlez de sources, Tenama Djombe. Où trouve-t-on? Comment ça marche? Je dis bien, il faut déjà commencer par cela, avant de s'engager vers une initiation en bonne et due forme. Il faut déjà commencer donc par cette recherche. C'est pas cette recherche. L'Africain est devenu, on va dire quoi, paresseux. Il ne cherche plus. On a enlevé de lui, on a soustrait de lui cette capacité à rechercher cette spiritualité-là, ce besoin spirituel. On l'a enlevé de lui. On l'a enlevé de lui. Donc, il est important déjà de faire la première démarche, c'est qui consiste à s'informer. Ça peut être en ligne, en consultant des sites sur le net. Lesquels? Parce que j'insiste en posant ces questions. Voyez-vous, en préparant cette émission, bien entendu, il y a des gens, dans une sorte de provocation, on leur disait, est-ce que vous savez que cela existe? D'aucuns disaient, ça existe, on en parle au village, ce n'est que la sorcellerie. Et du coup, vous semblez parler quelque chose d'objectif. Quels sont les sites? Quels sont les liens? Où peuvent-ils trouver, effectivement, ce type d'informations? Alors, vous avez les sites comme lisapokama.org, peut-être que je parle de lisapokama.com, lisapokama.com, comme nous avons également un site que nous avons mis sur pied il y a quelque temps qui s'appelle boissalo.org. Boissalo.org, qui est le site de la communauté, c'est-à-dire du village de Boissalo, où nous revenons également sur les traditions africaines, sur ce désir, cette volonté de renaître que nous avons et qui passe donc bien entendu, comme je vous l'ai dit plus tôt, par la spiritualité. Au-delà des sites et autres informations que vous pouvez donner ici et là, il y a des livres. J'ai parlé de Motunde tout à l'heure, je parle de Mbok Basson, je parle de Dumbi Fakoli. Il y a plein de livres qui sont écrits d'Amamazama, de Molefi Asante, de Diop lui-même, de Cheikh Anta Diop lui-même, et de Benga, et de tout le reste. Il y a des livres. Bien. Je vous ai parlé tout à l'heure des morts et vivants en agroculture du professeur Mbondie Djengele, mais également il y a la voie royale de l'initiation, qui elle ne se fait pas en ligne, bien entendu. Elle se passe comment, c'est là? Oui, il faut un retour sur la terre africaine, bien entendu. Elle se passe où? Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y a des frères qui s'organisent en Europe et qui essayent d'ouvrir des sociétés initiatiques là-bas, ou alors qui ont des représentations de nos sociétés initiatiques dans le temps en Occident. Alors, la voie royale, à l'époque, les enfants
accédaient à ces connaissances de manière, on va dire quoi? On va dire naturelle. On va dire naturelle. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir arriver sur place, à se renseigner, trouver un initié, aller dans son village et demander, par exemple, le nom des sociétés initiatiques qui existent dans le coin. Qui existent dans le coin. Je vois plein de jeunes aller du côté du sud du Cameroun ou bien du Gabon se faire initier au Bouti, ou alors beaucoup aller sur le Bénin apprendre les arcanes du Vaudoun. Tété Manjombe, c'est très... Oui, c'est une démarche. Pardonnez-moi de vous couper. J'entends ce que vous dites. Ça semble très clair pour vous, ce qui n'est pas évident. Voyez-vous, par exemple, aujourd'hui, alors en termes de comparaison, hein, lorsqu'une personne veut être reçue dans l'église catholique, bon, il est bien vrai que c'est beaucoup plus aujourd'hui par héritage que ça se passe, c'est-à-dire un enfant qui a une famille catholique, il va très vite être orienté dans cette religion là où un jeune musulman, un enfant de père musulman ou de maman musulman deviendra également musulman. Mais dans votre cas, cela semble un cas isolé. Est-ce que vous pouvez nous dire vous-même, puisque c'est à vous qu'on s'adresse ce soir, comment êtes-vous arrivé dans cette démarche-là? Alors, il s'agit déjà d'une soif spirituelle que j'entretiens depuis une dizaine d'années, peut-être même bien avant. Il s'agit d'une soif spirituelle. Et comme dit quelqu'un, qui cherche trouve. Alors, j'ai lu, je me suis informé. Et j'invite les gens à faire la même démarche. J'ai lu, je me suis informé. Ensuite, je suis rentré au Cameroun. J'ai décidé de côtoyer les maîtres de l'oralité initiatique Sawa. Justement, ces maîtres-là, qui sont-ils? Pardon de vous couper parce que dites-vous que aujourd'hui, quand on... Vous voulez des noms, c'est ça? Par exemple, est-ce que c'est des gens qui sont cachés ou alors on peut les retrouver facilement? Les écoles ne sont pas cachées. Je peux parler de mon cas particulier. Quand je rentre au Cameroun, d'abord, j'adhère à une école initiatique qu'on appelle le KT. Le KT qui est dirigé par le maître Kouo Songé. Ensuite, je pars de là pour les arcanes traditionnelles africaines du professeur Mbonye Djengele. Donc, c'est des écoles qui existent, elles ne sont pas cachées. Il y a une autre à Bali, dans le quartier Bali à Douala, qu'on appelle Moutibé, de Valère Épée. De Valère Épée. Et ailleurs également, au Bénin, il y a des couvents. Il y a des couvents où on enseigne la spiritualité africaine. Il y a des couvents dédiés à des divinités du panthéon vaudou, où on enseigne effectivement, on initie. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Donc, pour revenir à votre cas. Je pense que si vous allez au Gabon, et que vous voulez vraiment vous faire initier au Bouti, vous allez trouver forcément des maîtres bouddhistes sur place qui vont vous initier. Le problème, c'est celui-là même que vous avez relevé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une défiance, il y a une méfiance. L'Africain a désormais peur de lui-même, a désormais peur de la spiritualité de ses ancêtres, tout simplement. Mais si vous cherchez, il y a des écoles initiatiques en Afrique. Arcane traditionnelle africaine à laquelle j'appartiens, qui est l'école du professeur Mbonye Djengele, eh bien là, au Cameroun, nous nous réunissons. Et d'autres écoles existent. Et donc, pour comprendre, dans vos rencontres, elles sont ouvertes à qui? Est-ce que c'est le cas comme chez les religions dites révélées où on est ouvert au grand nombre, ou alors effectivement c'est quelque chose où il faut une cooptation ou un parrainage? Comment ça marche chez vous? Le parrainage de tout temps a toujours existé. C'est-à-dire que si vous voulez cogner la porte d'une assemblée, il est bien normal qu'on vous demande qui vous a dit que nous nous réunissons ici ou qui vous a amené par ici. Mais ce n'est pas là le problème. Si vous cherchez une quelconque initiation, je vous ai dit, allez vers vos villages respectifs, demandez aux anciens, dites-leur que vous voulez appartenir à une école initiatique ou alors une société initiatique du coin, et vous pouvez être surpris que, bon, ok, certains vont vous dire oui, ça n'existe pas, oui, mais c'est la personne qui vous dit aujourd'hui ça n'existe plus, qui vient vous prendre 2 ou 3 jours après pour vous conduire secrètement. Parce que là, nous parlons d'initiation aux choses du mystère. Ce n'est pas juste une petite école, ce n'est pas un petit couvent où on apprend les rudiments. Il n'est pas question justement de donner un tel savoir, parce qu'il y a le savoir basique et puis il y a le savoir réellement initiatique. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Église. La formation que le prêtre fait n'est pas la même que vous faites dans le catéchisme, hein, lorsque vous accédez, par exemple, à l'Église catholique. C'est 2 choses différentes. Donc, les arcanes, elles, appartiennent à une communauté d'initiés à laquelle, pour réellement adhérer,
il faut soit une cooptation, soit une étude de ceux qui sont à l'intérieur de la société initiatique et qui vous donnent donc qui vous donne donc la possibilité d'accéder à ce monde fermé qui entretient et qui nous maintient, parce qu'il faut le dire, hein, ce sont ces sociétés d'antan, ces sociétés initiatiques d'antan, du moins les résidus que nous avons aujourd'hui, qui continuent de faire battre le cœur de cette Afrique. Ça ne se passe pas ailleurs, c'est bien ces sociétés-là. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Pour vous qui vous joignez à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir Tété Manjombe II. Il est écrivain, poète et traditionnaliste. Il nous parle de la spiritualité originelle des populations originaires d'Afrique subsaharienne. Cela n'a pas l'air très simple, mais à son sens, c'est faisable. Pour lui, c'est une connaissance scientifique, ce n'est pas de la croyance, ce n'est pas une voie de croyance. Et donc, pour ceux et celles qui s'y intéressent, il est question juste de faire un retour aux sources. Nous rentrons dans les 10 dernières minutes de ce magazine et je retrouve dans notre invité qui est ce soir, depuis la capitale économique du Cameroun, c'est-à-dire à Douala. Et Téman Djombe, pour ces jeunes donc qui sont aujourd'hui dans ces religions par voie héréditaire, que leur dites-vous? Oui, allô? Je vous écoute. La question, c'est d'avoir, pour ces jeunes qui sont arrivés dans ces religions dites révélées aujourd'hui et qui, surtout, ont peur des traditions, on va dire, des croyances africaines ou de la spiritualité africaine. Si vous en avez 1, 2, 3, 4 qui sont devant vous, ceux qui nous écoutent ce soir, que leur diriez-vous? Osez le pas, faites le pas, franchissez le cap, dévêtissez-vous de cette peur empirique que le Locodin, mais c'est suppo, s'empresse depuis, on va dire quoi, 2 millénaires, hein, voilà, dévêtissez-vous de cette peur et franchissez le cap. Franchis le cap, Téman Djombe. Excusez-moi de vous interrompre, hein. Moi, Téman Djombe, allô? Vous me recevez? Oui, je vous écoute. C'est vrai que quand je vous écoute, vous faites allusion à la manipulation, à ceux qui sont venus d'ailleurs, mais il ne fait l'homme d'aucun doute aussi qu'on a souvent parlé de sorcellerie, de magie, de manger les hommes en Afrique, des choses de ce genre-là, par votre sorcellerie. Mais vous semblez ignorer cela. Cela peut aussi faire peur. Quand on accède à ces sociétés-là ou à cette connaissance-là, comment on fait pour savoir qu'on ne met pas les pieds dans un milieu où demain on pourrait le regretter? Nous n'ignorons pas cela. Nous ne disons pas que le mal n'existe pas. Mais je dis, il ne s'agit pas de spiritualité en tant que spiritualité. La spiritualité a pour but d'élever l'homme. La spiritualité a pour but d'amener l'homme à accéder à un savoir, à un bien-être spirituel. Oui, nous touchons là les choses de l'âme. Il ne s'agit pas de sorcellerie dans le sens jeter des sorts, envoûter. Non, nous avons longtemps subi cette étiquette-là. Je parle bien entendu de ce qui élève, de tout ce qui nous renvoie à la MAT, aux 42 commandements de la MAT. C'est-à-dire quoi la MAT? Oui, la MAT, on va dire, pour faire simple, hein, c'est la justice et la vérité. Ce sont des principes de justice et de vérité, hein, qu'on retrouve partout dans nos sociétés traditionnelles, Vous savez, comme partout ailleurs, il y a un mot pour dire bien et un mot pour dire mal dans nos langues. Ce sont des concepts que nos ancêtres ont, on va dire, créés. Il ne s'agit pas de concepts qui sont venus d'ailleurs, ce sont des concepts qui ont été façonnés par nos ancêtres, le concept du bien et le concept du mal. Sauf que chez nous, il ne s'agit pas d'une dichotomie. Ce sont on va dire quoi, les deux faces d'une même pièce. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Alors, moi, ce que je dirais à ces jeunes, c'est d'aller, de ne pas avoir peur. C'est vrai, tout n'est pas rose dehors, mais c'est de ne pas avoir peur. Nous nous réunissons aujourd'hui publiquement, nous organisons par exemple un festival initiatique du 15 au 18 février à Boissalo, organisé par la chefferie de Boissalo et les arcanes traditionnelles africaines. Nous ne sommes pas cachés, nous avons invité les autorités, nous invitons tout le monde à participer, à venir à cette manifestation. Nous ne sommes pas pour nous cacher, nous ne sommes pas pour, c'est vrai, nous parlons de mystère, mais nous ne sommes pas
on va dire quoi, une association de criminels qui se cachent quelque part. Non, nous opérons désormais devant un public bien informé. Le ministre, par exemple, de la Culture, des Arts et de la Culture sera présent. De quel pays? Le ministre des Arts et de la Culture de quel pays? De quel pays? Nous parlons bien du Cameroun. Nous parlons du Cameroun. Moi, les Combi sera présent. Et moi, je sors du Bénin, de la fête des religions endogènes, communément appelée la fête du Vaudoun, qui a eu lieu le 10 janvier dernier, où toutes les autorités étaient sur place. Il ne s'agit pas de nous cacher. Il ne s'agit pas de nous cacher. C'est une réalité, cette spiritualité. C'est une réalité. C'est vrai qu'on a envie de vous écouter jusqu'à la fin de cette émission. Et d'ailleurs, nous sommes pratiquement arrivés au thème de ce magazine. Alors, le souhait, c'est de vous avoir une fois de plus ce mardi prochain. Si votre calendrier le permet, on pourra poursuivre. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourra donc s'ouvrir à un débat parce que nous aurons, l'objectivité nous oblige donc, nous impose cela, à donner la parole également aux autres responsables de religion pour qu'ils puissent également vous entendre et ou s'ouvrir à un débat contradictoire. Est-ce que, pour la question simplement comme ça, serez-vous disponible mardi prochain à poursuivre cet échange avec d'autres religions? J'essaierai, je vais, disons que je vais tout faire pour être présent mardi malgré les diverses occupations. Nous préparons un festival et je vous ai dit qu'il y aura lieu du 15 au 18 février. Ça nous prend énormément de temps, mais je vais tout faire pour être présent mardi à 19h. Merci beaucoup, Tété Manjombe, pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie de nous donner la possibilité de dire, d'informer et aussi d'inviter nos frères et sœurs à revenir sur les pas de leurs ancêtres. Voilà. Merci. Bonne soirée. C'était donc Tété Manjombe 2. Il est écrivain, poète, traditionnaliste. Il nous parlait de cette société initiatique africaine aujourd'hui où ceux et celles qui souhaiteraient en savoir davantage peuvent s'abreuver. Amis auditeurs et auditrices, notre magazine arrive à son terme. On espère vous avoir apporté une information de plus. Rendez-vous est pris donc mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur